Ces images diffusées par Erevan semblent montrer une avancée de soldats azerbaïdjanais en territoire arménien. L'Arménie a accusé son voisin de mener des bombardements ce mardi sur plusieurs villes importantes du pays. Face à cette situation, la France a annoncé saisir le Conseil de sécurité de l'ONU. Emmanuel Macron, qui s'est entretenu avec le Premier ministre arménien, a appelé au respect de l'intégrité territoriale de l'Arménie. Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, a annoncé ce matin la mort d'au moins 49 de ses soldats, un bilan lourd. De son côté, l'Azerbaïdjan a accusé l'Arménie d'avoir initié les hostilités. Les deux pays ont entamé un processus de normalisation de leurs relations depuis plusieurs mois, mais l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, exige de l'Arménie qu'elle renonce au territoire disputé du Haut-Karabakh et qu'elle accepte la création d'un corridor reliant Bakou à son enclave du Nakhitchevan. La thèse d'une provocation d'Erevan semble peu probable compte tenu du déséquilibre des forces armées, les défenses arméniennes étant considérablement affaiblies depuis la défaite dans la guerre de 2020. L'Arménie a annoncé à la mi-journée que la situation restait tendue à la frontière, en dépit d'un cessez-le-feu négocié par Moscou. Selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre, Kiev va probablement dicter de plus en plus le lieu et la nature des principaux affrontements. D'après l'Institut, Vladimir Poutine conservait cette initiative depuis que les forces russes s'étaient retirées de Kiev pour choisir les lieux des futurs combats. Depuis que les Russes ont commencé à se retirer des environs de Kiev vers fin mars et début avril, l'Ukraine a libéré plus de 60 000 km² de territoire. La libération de la région de Kharkiv s'inscrit dans un long processus qui laisse présager de nouveaux gains ukrainiens et de nouvelles pertes russes. Intéressons-nous maintenant au sud de l'Ukraine. L'armée ukrainienne a annoncé lundi avoir libéré 500 km² de territoire dans la région de Kherson. Des localités telles que Vysokopilya, Bilogorka et Soukistavok sont désormais sous bannière ukrainienne. Toujours selon l'Institut américain, les images satellites des positions russes à Kiselivka, à 15 km au nord-ouest de la ville de Kherson, montrent que presque tous les véhicules russes ont quitté leur position précédente. Dans son dernier rapport, le ministère britannique de la Défense indique que la Russie pourrait mettre des années à reconstruire l'une de ses unités les plus puissantes après son retrait de la région de Kharkiv. D'après ce rapport, la force conventionnelle de la Russie, conçue pour contrer l'OTAN, est désormais gravement affaiblie. Le Kremlin assure que le président russe est informé de la situation sur le front et insiste sur le fait que la Russie atteindra ses objectifs en Ukraine. C'est un pape François diminué par des douleurs au genou qui est arrivé ce mardi en fauteuil roulant au Kazakhstan, traditionnel allié de la Russie. Le souverain pontife a été accueilli par le président Kassym-Jomart Tokayev, qui s'est dit honoré de recevoir le chef spirituel des catholiques dans ce pays majoritairement musulman. Le pape François doit participer ce mercredi à un sommet interreligieux à Nour-Sultan, la capitale, en présence d'une centaine de délégations d'environ 50 pays. Principal absent, le patriarche orthodoxe russe Kirill, fervent soutien de la guerre menée par la Russie en Ukraine, à l'opposé du pape François qui décrit l'offensive de Moscou comme une guerre cruelle et insensée. Dès son arrivée, le souverain pontife a fait l'éloge du multilatéralisme en insistant sur la nécessité de dialoguer avec tous, une allusion implicite à la Russie, alors que le Saint-Siège s'efforce de maintenir un contact diplomatique avec le Kremlin. Jean-Luc Godard est décédé à l'âge de 91 ans. Le célèbre réalisateur a eu recours à l'assistance au suicide, une pratique légale en Suisse, une information confirmée par le conseiller de sa famille. Figure de la nouvelle vague, Jean-Luc Godard a fait jouer les plus grands acteurs de sa génération, dont Alain Delon, Gérard Depardieu, Jane Fonda ou encore Jean-Paul Belmondo. Considéré comme un monument du cinéma, il a révolutionné le long et court métrage en donnant des rythmes inédits à ses films et a réinventé la narration. Ces films sont pour lui un moyen d'expression de son engagement politique, notamment dans la fameuse période de bouleversements sociaux de mai 68. Il laisse derrière lui de nombreux chefs-d'œuvre, notamment À bout de souffle, immense succès, qui est l'un des films initiant la nouvelle vague. Rien, je te regarde. Le baiser. Autre œuvre phare, Le Mépris avec Michel Piccoli et Brigitte Bardot. La tendresse. La vengeance.
le cinéma. Sa filmographie compte aussi Pierrot le Fou avec Anna Karina et Jean-Paul Belmondo. Sortir d'un mauvais rêve. C'était un film d'aventure. Ah, quelle terrible 5 heures du soir. À Londres, des gens font déjà la queue pour rendre un dernier hommage à la reine Elisabeth II. La dépouille de la souveraine reposera pendant près de 5 jours au Westminster Hall, de mercredi soir jusqu'aux funérailles du 19 septembre. Ceux qui veulent être sûrs de voir la reine pour une dernière fois ont déjà pris leur place dans la file d'attente. Ils ont dit que la queue pourrait faire plus de 10 km. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Je voulais juste être sûr d'avoir ma place et d'avoir la chance de présenter mes derniers respects. Londres s'attend à accueillir des centaines de milliers de personnes pour l'enterrement de la reine. Niveau sécurité, la police londonienne se prépare depuis plusieurs années pour ce jour historique. Des milliers d'agents seront mobilisés parce que le niveau de sécurité l'exige. Il y a des millions de personnes qui veulent rendre un dernier hommage à la reine. D'après les autorités britanniques, il y aura un dispositif sécuritaire du même type que celui en vigueur dans les aéroports, avec notamment des restrictions draconiennes concernant les effets personnels. Figure populaire et symbole de stabilité, la reine était une image rassurante pour des millions de Britanniques durant toutes ces années. La Commission européenne devrait présenter prochainement une proposition pour interdire tous les produits issus du travail forcé. Le texte est en préparation depuis 1 an et des études indépendantes confirment l'ampleur du problème à l'échelle mondiale. Selon un rapport publié cette semaine par 2 agences de l'ONU et une ONG, cet esclavage moderne touche plus de 27 millions de personnes, dont environ 3 millions d'enfants. Ce phénomène implique enfin 86% du secteur privé. Parmi les 14% de situations où le travail forcé est imposé par l'État, la minorité musulmane des Ouïghours, dans la province chinoise du Xinjiang, est souvent citée. En marge de la session plénière du Parlement européen, les Verts ont évoqué cette question et ont souhaité inviter une militante ouïghour. Depuis 5 ans, nous savons que la Chine utilise les Ouïghours pour le travail forcé. Nous savons quels sont les secteurs particulièrement concernés. Le textile, la haute technologie et les télécommunications. Le Parlement européen demande la mise en place d'un instrument identique à celui employé par le Canada et les États-Unis. Lorsque les soupçons de travail forcé sont particulièrement élevés, les entreprises doivent prouver qu'elles n'ont pas recours à cet esclavage dans leur chaîne de production ou auprès de leurs fournisseurs. Les écologistes appellent à ne pas avoir une approche trop prudente. La proposition de la Commission européenne, c'est que ce soit les pays qui enquêtent sur alerte, par exemple, des associations ou des experts ou d'un certain nombre d'entreprises. Donc on risque d'avoir un système assez peu efficace. Une fois présentée, la législation devra être approuvée par le Parlement européen et les États membres. 2 ans après sa publication, elle devra ensuite être retranscrite dans le droit national. C'est la rencontre de la 2e journée de Ligue des Champions. Le Bayern Munich reçoit ce soir le Barça d'un certain Robert Lewandowski qui portait le maillot rouge et blanc jusqu'à cet été. Les 2 équipes ont remporté leur premier match. Le vainqueur de cette rencontre prendra donc l'avantage pour la première place du groupe C. Je dirais que si nous pouvons gagner ce match, nous aurons 6 points et nous ferons un grand pas vers le prochain tour. Bien sûr que ce serait une bonne chose de pouvoir battre l'Inter et Barcelone. Nous travaillons pour ça, mais nous savons aussi qu'il y a de la qualité de l'autre côté. Adulé pendant 8 ans au Bayern, le buteur polonais Robert Lewandowski revient à Munich en porte-étendard d'un Barça totalement transformé. Les hommes de Xavi rêvent de venger leur récente défaite face aux Bavarois et d'afficher leur nouvelle ambition en Ligue des Champions. Dans l'autre match du groupe C, l'Inter va essayer de se rattraper contre le club tchèque de Viktoria Plzeň. Humilié par Naples 4-1 lors de la première journée, Liverpool espère remonter la pente ce soir contre l'Ajax. Dans le groupe B, après sa victoire difficile contre Porto, l'Atlético de Madrid espère une victoire un peu plus confortable contre le Bayer Leverkusen.
Défait sur le terrain de Tottenham, Marseille devra battre Francfort au Vélodrome.